On ne parle que de ça. C'est le premier livre consacré à ce qu'on a appelé le feuilleton Hollande-Gaillet et il est signé par Élise Kerlin qui est avec nous ce matin au Figaro. Bienvenue. Bonjour. Le président qui voulait vivre ses vies au pluriel, évidemment, chez Fayard. Vous résumez tout ce feuilleton, Ségolène, Valérie, François Hollande, Julie Gaillet, et vous en tirez un petit peu les enseignements, notamment sur le caractère du président. On redécouvre deux choses qu'on avait pu découvrir dans la sphère politique, mais qui se répètent dans la sphère privée. Tout d'abord, c'est son culte du secret. Personne ne sait vraiment ce que fait François Hollande, ou même ce que peut penser François Hollande au final. Non, c'est quelqu'un qui ne dit rien, ou en tout cas qui dit très peu, qui dit le minimum, et pas toujours à tout le monde, enfin jamais à personne. En tout cas, c'est très très compartimenté. Et il n'a pas un proche, une espèce de confident, de meilleur ami. Il a plusieurs meilleurs amis, dont certains vraiment très proches, mais personne finalement, ne sait tout de lui, être le meilleur ami de François Hollande, ça ne veut pas dire tout savoir. On découvre aussi que, comme en politique, pour toutes ces affaires privées, il a du mal à trancher. C'est quelque chose, c'est un trait de caractère qui est revenu dans beaucoup de portraits politiques. Là aussi, il se dit à chaque difficulté, bon, on met un peu la poussière sous le tapis, quoi. Oui, je ne sais pas si c'est une question de trancher. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne va pas au conflit parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit. Donc finalement, soit il demande à d'autres de s'occuper des problèmes, soit effectivement, il les contourne en se disant qu'il y aura bien un moment où il trouvera une solution. Mais ce que j'ai voulu raconter, ce n'est pas tellement le feuilleton privé, c'est vraiment la manière dont depuis au moins 3 ans, tout ce qui se passe en privé a une incidence sur le public. Parce que finalement, les scènes vraiment privées, elles ne m'intéressent pas, elles ne concernent que le président et les femmes avec qui il les vit. Mais que à ce point, c'est impacté le public. Vous racontez des scènes privées qui ont une incidence. Vous racontez par exemple des engueulades de Valérie Trierweiler devant des ministres, devant des journalistes, etc. Et l'incidence que ça a eu. On découvre aussi à quel point Valérie Trierweiler a un problème avec Ségolène Royal et aussi avec les autres femmes, qu'elle est quand même assez jalouse. Justement, ce comportement-là, très privé, il a eu des incidences très concrètes sur l'exercice du pouvoir. Bien sûr, et elle aurait été jalouse sans que jamais ça sorte de leur couple. Ça n'intéressait personne. Le problème, c'est que sa jalousie pèse sur la vie publique de François Hollande. Par exemple, pendant la campagne, au moment du meeting de Rennes, qui est le meeting avec Ségolène Royal, ce meeting est terrible à organiser, il se passe mal, en tout cas dans les coulisses. Donc ça, c'est une incidence publique d'une histoire privée. Ça veut dire concrètement que Ségolène Royal a un poids politique, un rôle politique, mais qu'on découvre dans le livre qu'elle a été reléguée juste parce que la compagne du président était jalouse. Finalement, son poids politique est passé au second plan. Par exemple, le fait qu'elle ne soit pas ministre est absolument incroyable. Elle l'est aujourd'hui, donc ça prouve bien qu'elle avait à la fois la légitimité, la valeur politique. En 2 ans, elle n'a pas tout à coup conquis quelque chose qu'elle n'avait pas il y a 2 ans. Elle n'a pas été ministre parce qu'à ce moment-là, dans la configuration privée de la vie de François Hollande, c'était impossible. Qu'est-ce qu'elle voulait, selon vous, Valérie Trierweiler, comme rôle politique, comme rôle à l'Élysée en tant que première dame? Honnêtement, je ne peux pas vous répondre parce que j'en ai jamais parlé avec elle. Je ne suis même pas sûre qu'elle ait eu envie d'un rôle de première dame. Je crois que la question, elle se l'est même assez peu posée pendant la campagne. Ce qui était compliqué à vivre, c'était le retour de Ségolène Royal dans le jeu politique. On découvre aussi la rupture, évidemment, la façon dont ça a traîné, l'entourage du chef de l'État qui le pousse à trancher et à vite prendre une décision publique pour un peu solder justement toutes ces affaires et éviter de nouvelles incidences sur sa politique. Vous racontez une fête à la lanterne de Valérie Trierweiler alors qu'elle est encore première dame. C'est assez loin du portrait qu'on a pu en faire à cette période-là. Oui, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que elle se repose. Elle a été à l'hôpital et il se passe quand même à la Lanterne, qui est un lieu, une résidence de l'État. Est-ce qu'à ce moment-là, forcément, il est opportun d'inviter des amis dans cet endroit-là, qu'elle le fasse chez elle, Recauchy, ça ne regarde pas. Si elle le fait à la Lanterne, c'est plus compliqué. Mais c'était quoi, de la com, au final? Elle n'était pas si affectée que ça? De la com... De la part de Valérie Trierweiler, d'inviter des gens? Non, le fait de... Ah non, je crois qu'elle a été vraiment très, très, très mal. Je veux dire, quand vous apprenez par un journal qui fait le tour du monde, de la planète, quasiment de l'univers, que vous êtes une femme trompée, je pense que personne ne peut le prendre bien. C'est forcément douloureux, forcément compliqué.
que Et pourtant, on fait une fête. Une semaine après. Est-ce que vous avez des Encore une fois, c'est pas la fête. Elle a le droit de faire toutes les fêtes qu'elle veut. C'est le lieu, c'est la lanterne. Oui, mais C'est dans ça le qui est contexte compliqué, aussi, ça bien interpelle sûr. quand on lit votre livre, forcément. Donc du coup, on se pose aussi des questions sur la façon dont elle a géré tout ça. On découvre aussi que François Hollande est finalement un petit peu soulagé une fois que cette affaire est soldée, on va dire, sans aller sur le terrain privé de ce qu'il peut penser ou ressentir. Il a même dit, vous rapportez ses propos, « Elle m'a volé les moments les plus heureux de ma vie ». En 2012, il dit ça juste après le tweet, qui est quand même un moment terrible. C'est dur. Oui, c'est dur, mais en même temps, quand vous regardez, la campagne a été difficile à mener parce qu'elle était extrêmement... Valérie Trierweiler était tendue, inquiète, parce qu'elle était tout le temps là et qu'il y a sûrement des grands moments de joie, mais il y en a d'autres qui sont des moments de grande tension. Encore une fois, le meeting de Rennes. Et à un moment où vous avez besoin de toutes vos forces et de toute votre énergie, que ce soit concentré dans ce que vous faites, pas dans ce qui se passe à côté. Le fait que ses enfants ne viennent pas à l'Élysée au moment de son intronisation, j'imagine que c'est quelque chose de très douloureux. Quand on sait à quel point les enfants de François Hollande sont importants dans sa vie, c'est ne pas avoir vos enfants le jour qui est l'aboutissement de votre carrière politique, c'est quand même terrible. Et tout ça parce que ça ne peut pas s'organiser autrement. Malgré tout ça, cette petite phrase, etc., vous racontez que même après la rupture, il demande à ce qu'on fasse attention à Valérie. C'est une phrase qui revient souvent. Même maintenant, vous racontez par exemple un échange avec Julien Drey, à qui il lui dit « il faut faire attention à Valérie ». Encore aujourd'hui, vous, comment vous l'analysez et comment vous expliquez qu'aujourd'hui, ils prennent encore autant de temps finalement à la gérer, même si elle n'est plus là? Parce que je pense que d'abord ça a été un couple, donc quelles que soient les conditions de la rupture, finalement on pensait que dans une rupture si violente et si brutale, on coupe tous les ponts, c'est pas le cas. Et puis j'imagine qu'il la connaît un peu, il sait à quel point l'ego blessé peut donner des choses parfois incontrôlables. Donc il fait attention à ce qui se passe autour, il l'a fait depuis le début, à la fois parce qu'il connaît, ce qui m'a un peu frappé, c'est qu'autour de François Hollande, même ses amis, Valérie Trierweiler était quelqu'un de redouté, de craint. Et personne n'a dit, ou en tout cas aussi clairement à François Hollande, ça va pas, et ceux qui l'ont dit ont été écartés. Donc dans son entourage proche, finalement, les gens étaient très soulagés de ce qui arrivait. Et il fallait qu'il fasse attention que ce soulagement ne soit pas visible. Et ça, il y a vraiment fait attention. Élise Carlin, on parle aussi évidemment beaucoup de votre livre pour ces dernières pages, où vous faites un petit peu le point sur leur situation aujourd'hui, pour le coup leur situation personnelle. Là, on est complètement sur la sphère privée, puisque vous dites que voilà, le lien n'est pas rompu et qu'il est, vous dites, plus que probable qu'il y ait une réconciliation. La réconciliation a eu lieu. Elle a eu lieu dans un restaurant, en tout cas publiquement. Ce que je peux rapporter, puisque ça s'est fait devant des gens, c'est des soirées où il arrive avec des fleurs, où il l'invite à dîner, ou en tout cas vraiment il se montre avec elle. Autrement dit, encore une fois, quoi qu'il se soit passé, quelle qu'ait été la violence de la rupture, finalement les ponts ne sont pas coupés et il le montre. Vous allez un peu plus loin dans le livre. Non, je ne vais pas plus loin. Je dis simplement qu'à partir du moment où, encore une fois, on pouvait penser quasiment qu'il ne s'adressait plus la parole vu ce qui s'était passé. Oui, vous dites même quand même que potentiellement, il pourrait redevenir un couple. À partir du moment où il se revoit et où, quand on connaît François Hollande, tout est possible. Donc voilà, je ne l'excluais pas. Et encore une fois, tout le monde pensait qu'il ne s'adressait plus la parole et j'ai voulu dire non, ce n'est pas le cas. Mais donc vous pensez que c'est possible? Avec François Hollande, tout est possible. Mais est-ce que vous avez eu des échos, des éléments qui vous font dire que c'est possible? Depuis, non. Mais encore une fois, le fait qu'il se revoit... Parce que c'est ce qu'on comprend dans le livre quand même. Le fait qu'il se revoit était... Non, mais ça ne veut rien dire. Ah bah si, ça veut dire quelque chose. Bien sûr que ça veut dire quelque chose. Vous vous rendez compte quand même de ce qu'elle a vécu? C'est de l'humiliation qui a été la sienne. Quand vous, non, mais il peut juste faire attention à elle, comme vous mais là, c'est plus que faire attention. C'est des marques d'estime publique. Qu'est-ce qu'on vous a dit dans l'entourage de François Hollande après justement ces dernières pages? On vous a dit c'est délirant? On vous a dit oui, c'est vrai? Non, j'ai aucun mot pour me dire que c'était délirant. Et à l'inverse? À l'inverse, en tout cas, personne ne m'a dit c'est délirant. Mais je vous répète que je n'ai aucune idée de leur situation privée. Je vous dis, voilà, ils se montrent avec elle
dans Mais des vous endroits admettez que publics. vous allez un peu plus loin dans le livre, que juste il se montre avec elle. Mais il se montre avec elle, c'est déjà tellement incroyable, encore une Oui, fois, mais quand après, on on sait n'en ce sait qu'ils ont rien. vécu. Non, on n'en sait rien, on sait qu'on les voit ensemble. On n'imaginait pas les revoir ensemble dans un endroit public. Vous précisez évidemment que ni François Hollande ni Valérie Trierweiler n'ont donné suite à vos demandes d'interview, ce qu'on peut comprendre assez logiquement. Et Julie Gaillet? Je n'ai pas demandé à voir Julie Gaillet, parce Pourquoi que je pense pas que Julie Gaillet n'est pas dans cette histoire politique. Encore une fois, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire politique, c'est-à-dire l'incidence sur sa vie publique. Je crois que Julie Gaillet n'a pas d'incidence depuis la campagne, même depuis le moment où François Hollande revient en politique. Même sur les questions culturelles, quand vous racontez certaines J'ai scènes et l'implication de une scène, François Hollande. mais j'en avais pas assez pour que ce soit significatif pour moi. Très bien, merci beaucoup Merci à Élise vous. Carlin, le président qui voulait vivre ses vies chez Fayard. Merci d'être venu au Figaro, à très bientôt.